Bien, ici j'ai repris un peu la fiche. Bon, alors, vous savez, bon, en préliminaire, on pouvait se poser des questions à propos de certains textes que nous avons légués les Grecs anciens. Par exemple, vous avez Hérodote qui dit que l'Égypte, comparée avec tout autre pays, c'est elle qui renferme le plus de merveilles et qui offre le plus d'ouvrages dépassant ce qu'on peut dire. Donc c'est Hérodote, son livre 3. Diodore qui nous dit, alors une deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que les Égyptiens anciens étaient bien des Africains noirs? Alors Diodore dit, bon, quant aux coutumes des Égyptiens, eh bien, les Éthiopiens prétendent qu'elles sont pour la plupart éthiopiennes. Alors je précise que l'Éthiopie antique, en fait, c'est le Soudan d'aujourd'hui. Diodore qui rajoute, les Égyptiens, en effet, possèdent des modes particuliers d'écriture. Or, chez les Éthiopiens, tout le monde, sans exception, utilise ces signes. Donc, c'est pour ça que notre conférence va est séparée en deux parties, parce qu'il est inadmissible pour nous de parler de l'apport de l'Égypte sans situer d'abord l'Égypte dans son contexte négro-africain. Donc, la première partie, ce sera surtout celle que je vais développer. Et puis la deuxième partie, c'est surtout Jean-Philippe Omotoundé qui va la développer. Bien, alors, vous savez très bien que, en fait, la plupart des gens ici connaissent ce grand savant sénégalais, Cheikh Anta Diop, en fait, qui a procédé à une rupture, comme on dit, épistémologique, avec le dogme hégélien et occidental, qui déniait à l'Afrique, n'est-ce pas, tout passé historique. Parce qu'à la limite, les africanistes disaient, par exemple, c'est tout juste si l'Africain vivait dans des arbres et de temps en temps il descendait, bon, bien sûr, pour faire ses besoins. L'Afrique n'avait pas d'histoire, etc. Hegel, etc. Gobineau, l'Africain c'est carrément un singe, etc. Bon, donc, Cheikh Anta Diop arrive et il publie un livre en 1954, Nation et Culture, et là c'est la bombe, quoi. Bon, pourquoi? Parce que chaque démontre, en fait, rigoureusement, de façon rigoureuse, d'abord que les Égyptiens anciens étaient des nègres, et deuxièmement, l'apport scientifique des Égyptiens anciens au reste du monde. Alors, je lis chez moi, ça veut dire suivant l'Égyptien ancien. Alors, bon, il est étonnant qu'on n'entende pas parler de ce fameux colloque du Caire qui a eu lieu en 1974, parce que quand même, quand vous avez un colloque international d'égyptologie, où vous avez eu les meilleurs égyptologues du moment, qui se réunissent, qui débattent, et que vous n'entendez ni les gens comme Noblocourt, ni les gens comme Christian Jacques, et les autres d'ailleurs aussi, en parler, je trouve que c'est grave, parce qu'en fait, dans ce colloque, où il y avait seulement 2 Africains noirs, eh bien, ils ont rapporté une victoire, on va dire, sans discussion. Indiscutable, une victoire indiscutable, parce que même si je prends l'extrait du rapport final, il est dit dans l'extrait du rapport final, parce qu'ils n'étaient que 2 Africains noirs, et tous les autres étaient d'ailleurs. Donc, l'extrait du rapport final, on dit l'Égyptien ne peut être isolé de son contexte africain, et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. Alors c'est ce que nous avons fait, c'est ce que les disciples de Cheikh Anta Diop ont fait depuis le premier Théophile Obelia, etc. Donc on ne peut pas nous reprocher, déjà au départ, de faire nos propres recherches, n'est-ce pas? Donc puisque le colloque du Caire en 1974 l'avait dit, bien sûr. Donc, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats du colloque du Caire n'ont jamais été respectés, et en particulier par la France. Il n'y a pas eu de changement au niveau des guides historiques, il n'y a rien eu. Bon, donc on veut tout systématiquement blanchir l'Égypte antique. Alors, et pourtant, les arguments ne cessent de se cumuler en faveur d'une Égypte nègre. Et aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous dire, je vais vous le encore une fois prouver. Bien, alors, je laisse. Alors, une civilisation négro-africaine, bien sûr,
il faudra qu'on me prouve ici le contraire. Donc, le plan ici, je vais vous donner les arguments, quelques arguments d'ordre anthropologique, c'est-à-dire l'étude des textes des historiens et philosophes grecs et latins, l'étude des textes égyptiens, l'étude de la Bible et du Coran, tout ça, l'iconographie, l'anthropologie physique et la biologie moléculaire. Bon, quelques arguments d'ordre historique, l'importance du Sud, la tradition historique, telle Diodore, etc., les témoignages de Diodore et d'autres, la géophysique et les datations, l'archéologie, bon, quelques arguments d'ordre culturel, la linguistique, l'architecture, l'artisanat, quelques arguments d'ordre sociologique, le matriarcat en Égypte, alors que dans la Rome et dans la Grèce antique, c'est le patriarcat, n'est-ce pas? Donc, quelques arguments, vous avez aussi la royauté et ses attributs, et en fait quelques arguments d'ordre religieux, notamment l'origine égyptienne du christianisme. J'aurais pu aussi rajouter de l'islam. Bien, alors je voudrais un peu, dans cette remarque préliminaire, rappeler à certaines personnes que l'Égypte est un pays africain, déjà. Parce que géographiquement, c'est un pays africain. Alors quand on entend que l'Égypte, c'est l'Occident, on a envie de rigoler. Vous voyez, il y a des gens qui voudraient un peu découper l'Égypte et mettre l'Égypte du côté de la Palestine ou du côté, je ne sais pas, de la Mésopotamie. Mais ça, c'est leur problème. S'ils ont un problème au niveau du cerveau, ça, c'est leur problème. L'Égypte est un pays africain, qu'on ne le veuille pas, dès le départ. Deuxième chose, l'écriture de Québec, l'écriture de l'Égypte antique, eh bien, représente la faune et la flore africaine. Elle ne représente pas la flore de la Palestine. Elle ne représente pas la faune et la flore de la Syrie. Elle ne représente pas la flore et la flore de la Gaule, etc. Bien. Donc que ce soit clair déjà à ce niveau-là. Donc il faut aussi noter qu'il n'est pas étonnant que cette grande civilisation ait vu le jour en Afrique, puisque les Africains, il est démontré de façon certaine aujourd'hui que les premiers Homo sapiens sapiens, en fait, étaient des nègres. Donc il est tout à fait normal, quand ils ont remonté la vallée du Nil, en partant au niveau des Grands Lacs, sur les latitudes du Kenya, il est tout à fait normal que les premiers hommes qui étaient sortis qui descendaient plus ou moins, on dit, des singes, eh bien, ont bâti les premières civilisations. Alors, comme citation préliminaire, j'aime bien citer, je vais citer quelques personnes, parce qu'on dit parfois, oui, mais vous savez, vous êtes un disciple de chez Contadium, encore une histoire de nègres, etc. Mais je vais vous donner les faits. Je vais vous donner les faits. D'ailleurs, premièrement, Jean-François Champollion, qui est le jeune, il ne faut pas confondre avec Figeac, son frère, qui était pour moi une nullité. Je parle du bon savant Champollion, Jean-François Champollion. Eh bien, dans son livre, dans l'un de ses livres, Lettres et journaux écrits pendant le voyage d'Égypte, page 301 à 302, il dit, en parlant des blocs d'Arabes blanches, il dit que véritable sauvage, tatoué sur diverses parties du corps, ça c'est Champollion, je cite, enfin, et j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, les Européens qui, ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blanche et à peau blanche, habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, leur point de départ. Et après, ils souhaitent que cette vérité-là soit propagée dans le monde blanc, dans le monde français, quoi. Or, la plupart d'entre eux, ils ont falsifié. C'est pour ça que le championnat ajoute, si on n'a jamais le courage de l'entreprendre. Ils savaient déjà qu'il y aurait lieu là-dessus. Comme citation préliminaire, je pourrais citer aussi Émile Avellino, qui était du Collège de France, qui a réalisé des fouilles dans le sud de l'Égypte, à Abydos. Et pour lui, il est clair que la population nègre qui a remonté le Nil en suivant la mer s'appelait les Anous. Vous voyez, s'appelait les Anous. Et d'ailleurs, il est cité dans le livre, ici, que j'ai pu conclure que les populations établies dans la vallée du Nil étaient de race nègre. Vous voyez, donc ça aussi, c'est un apport de quelqu'un qui n'est pas africain. Je pourrais continuer sur Vivant de Nom, qui lui aussi n'est pas africain, et qui était un grand dessinateur français,
Notamment, il a dessiné le sphinx ici. Eh bien, vivant de nom, eh bien, en parlant du sphinx, dit le caractère en est africain, mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable. Et concernant l'art égyptien, qu'est-ce que vivant de nom nous dit? Le caractère africain dont le nègre est la charge et peut-être même le principe. Continuons sur les Européens qui n'ont pas falsifié. Bonnet, par exemple. Bonnet, en parlant des coqs, dit tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, les lèvres grosses, et en un mot, hein, une vraie figure de mulâtre. Et en parlant du sphinx, hein, qu'est-ce qu'il dit en parlant du sphinx? En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Kochs sont une colonie des Égyptiens parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » Bien, alors, dans la foulée, eh bien, voyons voir que ce que disaient quelques-uns disons, de l'Europe de l'Antiquité, c'est-à-dire les Grecs et les Latins. Héliodore, par exemple, nous dit dans les Éthiopies, hein, il est en train de parler d'une femme blanche et qui voit justement brusquement des Égyptiens devant elle. Et qu'est-ce qu'il est dit? De nouveau, elle leva les yeux, vit leur teint noir et leur aspect repoussant. Alors je laisse l'aspect repoussant, je cite parce que je ne suis pas là pour falsifier, j'ai cité tout le texte. Toute cette partie, hein, je n'aurais plus supprimer l'aspect repoussant, je l'ai mis parce que Héliodore l'a dit. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est vie leur teint noir. Bon, Hérodote, si on nommait le père de l'histoire, hein, dans son livre 2, paragraphe 104, nous parle des Égyptiens anciens, parce qu'il dit les Cochidiens sont de race égyptienne, d'abord parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Alors, ce fameux peau noire qui a été plus ou moins blanchi, vous voyez, parce que lorsqu'on regarde les livres publiés au jour d'aujourd'hui, cette peau noire devient peau brune, et pourtant, on voit bien l'épithète mélasse qui est employé, et comme disait Chicontadium, c'est l'épithète le plus fort pour dire noir. Vous voyez. Bon, donc, Aristote dit dans Physionomie 6, Aristote, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Même si, moi, je pense que c'était un peu un pédé, hein, il faut être direct. Il avait la haine des femmes, c'est un misogyne et tout. Mais on peut être pédé et être intelligent, vous voyez. Et Aristote, puisqu'il a été quand même le précepteur d'Alexandre le Grand, Aristote. Donc ce n'est pas du point de vue intellectuel qui est pour qui. Mais Aristote a vu les Égyptiens anciens, comme moi je vous vois aujourd'hui. Et il dit, ceux qui sont excessivement noirs sont quoi? Alors, quoi, je le laisse pour lui. Ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Ce qui est admirable de cette histoire, c'est que Aristote cite côte à côte les Égyptiens et les Éthiopiens. Parce que et deuxièmement, il cite les Égyptiens en tête, en premier. Parce que si ça avait été cité ici, sans parler des Égyptiens, tout le monde aurait été au courant. Tout le monde en France aurait été au courant. Donc, ils auraient dit, vous voyez, les Égyptiens anciens n'étaient pas des nègres parce que quand Aristote a cité les peuples qui étaient excessivement noirs, hein, à Gad-Mélanès, hein, en grec, à Gad-Mélanès, d'accord? Donc, quand il n'a pas mis les Égyptiens, manque de peau pour eux, il les a cités même en premier. D'accord? Bon, on peut donner d'autres exemples, comme Lucien le Navigateur qui dit ce garçon n'est pas seulement noir, mais il est pu. Aussi à les jambes trop vraies. Alors, il parle ici, bien sûr, des Égyptiens. Donc, il y a Strabon qui met une pause supplémentaire, puisqu'il confirme en fait tout ce que Hérodote a dit. Alors, toujours dans les arguments d'ordre anthropologique, hein, on peut mettre ici l'étude des textes des historiens, bien sûr, c'est la suite, et des philosophes grecs et latins. Alors, il est étonnant quand même de voir que dans ces pièces de monnaie grecques, hein, puisque pour les gens qui veulent faire croire que les nègres ont toujours été esclaves, vous comprenez, mais quand vous voyez les pièces de monnaie grecques où vous avez des noirs qui sont représentés hein, d'une façon plus honorable, et sur une pièce de monnaie, vous n'allez pas voir la France mettre sur sa pièce de monnaie la tête de l'esclave, vous comprenez, sur un billet de banque.
la tête de l'esclave. Vous voyez, on met des personnalités, des hauts dignitaires, etc. Bon, donc, eh bien, pourtant, vous avez des têtes noires. C'est pour vous dire l'importance qu'accordaient les Blancs de l'Antiquité, tout à fait différente des Blancs d'aujourd'hui, hein, l'importance qu'accordaient les Blancs de l'Antiquité aux populations noires africaines. Alors, bon, par exemple, donc c'est ça que je disais, les indications numismatiques, les pièces de monnaie sont capitales. Bon, les Éthiopiens, d'après Diodore, disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Égypte par Osiris. Vous comprenez en fait, si les Égyptiens étaient des Blancs, ce passage, même là, aurait étonné Diodore. Parce que Diodore dit, on dit, mais oui, mais c'est pas possible. Mais ce passage, il n'est pas étonné du tout quand il le dit. Puisqu'il dit, les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Égypte par Osiris. C'est-à-dire que le territoire des Soudanais de l'époque s'étendait et ils ont continué à monter, hein, enfin à descendre plutôt la vallée du Nil. Alors, les Grecs d'il y a plus de 2 millénaires, donc on doit regarder avec admiration les nègres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr. Par exemple, Homère qui dit Zeus est parti du côté de l'océan prendre part à un banquet chez les nègres sans reproche, et tous les dieux le suivent. C'est-à-dire que Zeus, le dieu de leurs dieux, en fait, va se ressourcer chez les noirs. Vous voyez, c'est une zone incroyable. Suivant. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant de voir que les premières divinités grecques sont représentées très souvent comme à peau noire, ou carrément avec l'aspect nègre, négronique. Bon, donc, on retourne, alors là, il y a un livre de Jean-Philippe qui en parle très bien, hein, les racines africaines de la civilisation européenne, Jean-Philippe Bobo-Toundé. Alors, donc, vous pouvez voir, par exemple, que Amon, le dieu égyptien, correspond à Zeus, le dieu grec. En fait, les Grecs ont pris les dieux égyptiens, et puis ils ont mis ces dieux-là à leur sauce. Parce que, regardez, ici, on voit Zeus sous la forme de bélier, et on sait très bien que le bélier en Égypte, c'est le dieu Amon, bien sûr. Et ici, vous avez Dionysos, hein, qui est représenté noir charbon ici. Vous avez Athéna, noir charbon avec des tresses, hein, et vous avez ici Hermès qui représente en fait Diomti, c'est-à-dire le dieu top égyptien, et là, et c'est Hermès le grec. Et ici vous avez Ulysse, avec la peau noire qui est en face de Circé. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, que Ulysse, il a été dit que Ulysse et Mélas aussi, qu'il avait la peau noire. Donc vous voyez que cette histoire de dire que cette épithète là correspond à noir, eh bien justement, si on a utilisé cette épithète pour Ulysse, c'est bien sûr parce que sur les vases grecs, on le montre à peau noire. Suivant. Alors, dans l'étude des textes égyptiens, alors il y a des gens qui veulent depuis longtemps faire la polémique sur le nom le plus connu de l'Égypte, c'est-à-dire Kémet. Mais Kémet, pour nous, en tout cas, ici, enfin, moi personnellement, Kémet, ça veut dire le pays noir. C'est-à-dire, comme on dit, l'Afrique noire, parce que ses habitants étaient des nègres. Bon, il est clair. Il est clair que ça ne veut pas dire la terre noire, parce que le limon serait noir, etc. L'Égypte n'est même pas un pays volcanique, hein, vous comprenez. Deuxièmement, parce que, à aucun moment, il est employé le mot terre dans cette graphique Kémet. À aucun moment, le mot terre, d'ailleurs, c'est un mot masculin en égyptien ancien, et on le prononce ta, et ce mot, la terre, le voilà. Et vous voyez que cette graphique terre n'existe pas dans Kémet. Par contre, ce qui existe dans Kémet, c'est ce déterminatif qui vous prouve que vous avez affaire à une société organisée. Parce qu'en fait, c'est un village avec un carrefour au milieu. C'est une ville organisée, c'est un pays organisé. Donc, Kémet, pays noir, mais pas bien noir, parce que c'est simplement la vérité scientifique. Hein. Donc, vous avez aussi, dans le papyrus de le Kaloum, les Égyptiens qui se surnomment Kémet. Alors là, vous avez les deux déterminatifs, c'est-à-dire l'homme et la femme. Alors là, ça veut dire systématiquement les noirs. Parce que ici, devant, vous avez un morceau de charbon. Vous avez les trois traits du pluriel ici. Et vous avez l'homme et la femme assis ici. Voilà, donc carrément, vous ne pouvez que traduire par ici les noirs. Vous avez aussi une autre graphie de l'Égypte antique moins connue. C'est la graphie Kenyou.
la graphie Kenyu, que les égyptologues se sont bien gardés de la mettre en avant. Pourquoi? Parce que cette graphie veut dire littéralement le pays de ceux qui sont noirs, c'est-à-dire le pays des noirs. C'est-à-dire parce que c'est fait à partir du verbe ken ou du verbe kab, pareil, qui veut dire être noir. D'ailleurs, j'ai ici marqué, vous allez peut-être choquer pour certains, mais là on est ici pour Ma'at, c'est-à-dire la vérité justice. Hein. Vous avez ici, dans les dictionnaires d'ailleurs d'égyptologie, c'est clair, vous le trouvez, hein, dans tous les dictionnaires d'égyptologie, le verbe ken ici, hein, donc qui est être noir, et le verbe edji, être blanc, d'accord? Donc si on regarde les textes égyptiens, moi je cite les Égyptiens, moi je suis là pour citer les Égyptiens, d'accord? Donc si on cite les Égyptiens, lorsqu'on voit que le verbe ken, c'est-à-dire être noir, est employé dans d'autres contextes qui ne concernent pas la couleur, eh bien qu'est-ce que ça veut dire le verbe ken? Ça veut dire mener à bien, s'élever à, achever, accomplir, payer, compléter, servir à, mais aussi être noir, bien sûr. Le verbe edji, qui veut dire être blanc, n'est-ce pas? Eh bien, que vous allez dans le que vous soyez dans le Faulkner, que vous soyez dans n'importe quel dictionnaire, hein? Alors, edji correspond à détruire, être un peu simple, anéantir, tuer, abattre, périr, renverser, désobéir, annuler, endommager. Donc, vous voyez déjà, au niveau, alors quand on regarde le dictionnaire de la langue française au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse, vous comprenez? Parce qu'on dit le noir, c'est l'obscurité, c'est machin, on dit marché noir, etc. Tous les trucs qui plaisent. On nous cache au visage maintenant. Marché noir, le noir, il faut les noirs, voilà, ils savent ça. Beaucoup d'entre eux disent ça. Mais effectivement, les Égyptiens, et cette histoire de diabolisation des noirs, elle est récente, puisque ça correspond à aucun terme grec en fait. C'est le rôle moderne en fait qui a fait ça. Bon, alors, donc, il est clair aussi, parce que vous savez, pour du blanc, on dit hedge. Pour du blanc, on dit hedge, et pour du noir, on dit ken. Il est clair aussi qu'il y a des graphies qui montrent les cheveux, qui parlent des cheveux des Égyptiens anciens, où ils disent carrément ken, c'est-à-dire noir. Il y a des graphies aussi, on parle de l'iris, de l'œil de l'Égyptien, qui se prononce aussi ken, et vous avez ici le déterminatif de l'œil ici, ça veut dire noir. En fait, les Égyptiens disaient noir pour dire aux yeux, et ils disaient noir pour dire cheveux. Vous comprenez? Alors, si on s'en va toujours dans l'étude des textes égyptiens, parce qu'il faudrait nous dire le contraire, parce que nous savons lire les hiéroglyphes. Le problème qui s'est posé à l'époque de Cheikh Anta Diop, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de nègres qui maîtrisaient les hiéroglyphes, mais ce n'est plus le cas maintenant. On connaît maintenant les hiéroglyphes. Donc il discute du en texte, et puis on va regarder ensemble. C'est ça la différence. Vous comprenez? C'est ça le rapport de force. Donc, bien. Donc, Osiris, bien sûr, dans les textes des pyramides, dont vous lisez les Égyptiens anciens. Bon, les textes des pyramides, hein. Bon, alors, donc, il est dit qu'Osiris, dieu populaire de l'Égypte, est de couleur noire, puisqu'il est surnommé Kenhou. Kenhou, comment tu veux traduire? Kenhou, le grand noir, voilà. Bon, on peut dire le grand net, pourquoi pas. Bon, alors, donc, Osiris, Kenhou, bon, donc, Osiris, mais c'est pas Osiris seulement, Osiris, Hathor, Horus, Apis, Thoth, sont régulièrement dans les textes égyptiens. Parce que c'est pour ça qu'il faut connaître l'égyptien hiéroglyphique. Il faut aller dans les textes. Ne pas écouter les gens qui disent n'importe quoi, qui fument du joint là. Du joint et qui disent n'importe quoi. Non, mais il faut apprendre la langue. Il faut apprendre la langue, c'est à ce niveau-là qu'on discute. Moi, je peux inventer n'importe quoi. Mais si tu vas à la langue, tu regardes ce qui se passe. C'est là qu'à la fin, c'est tout. Voilà. Donc, le titre de Grand Noir, eh bien, vous le trouvez pour beaucoup de déesses dans les textes des tombeaux de Péti 1, Péti 2 et de Téti aussi, hein, d'accord, des pharaons qui ont régné à la 6e dynastie. Donc c'est clair. Bon, donc Amon lui-même, Amon est représenté noir charbon. Hein, Amon est représenté. Vous savez, quand vous avez un pharaon, comme toutes nos histoires, c'est-à-dire on dit aussi Théotimestois, qui va se recueillir au Soudan, hein, pour vénérer le vieux Amon. Il va se recueillir aussi. C'est même pas en Égypte, hein, tout le grand pharaon, tout le espoir va au Soudan pour vénérer ce dieu-là. Oui, donc on connaît. Bon, alors, donc, l'épithète noire est réservée pour tout ce qui est bien, je l'ai dit tout à l'heure. L'épithète rouge était réservée à la divinité maléfique du panthéon égyptien, c'est-à-dire Seth. Alors, donc, on a le globo qui parle. On a le globo qui parle de la
vraiment des cheveux de Ramsès, et que si c'était un rouquin, etc. Ça nous fait rigoler, parce que, en fait, lorsqu'on voit que le Dieu qui a été choisi comme pour représenter le mal, en fait, c'est celui comme par hasard qui a le teint clair. Et là, les yeux clairs, c'est Seth, en fait. Seth tue son frère, Osiris. Osiris qui est surnommé le Grand Noir. D'accord? Donc l'épithète rouge était réservée à la divinité maléfique. Seth. La couleur, et jusqu'à aujourd'hui, quand l'Africain vous dit que vous êtes rouge, vous savez très bien, les Africains. Vous êtes rouge, ça veut dire que vous êtes clair de peau. Comprenez? Donc les Égyptiens faisaient ça aussi. Bon, et la couleur blanche est associée à la mort, puisque ce sont les banquettes de momies. Merci. Donc, j'en arrive à des études que j'ai fait personnellement sur les textes des livres des corps. Bon, les livres, il se trouve que vous avez beaucoup de livres religieux, parce que vous savez que l'Égypte antique, c'était moi je ne connais pas un pays qui était plus religieux que Québec. Je ne connais pas. Bon, parce qu'il faut savoir que les pyramides et tout ce qu'on trouve en Égypte, qui ont résisté aux intempéries de la nature, eh bien, ce sont des choses religieuses, quoi. Parce qu'une pyramide, c'est quoi? C'est une tombe. Vous retrouvez les temples, etc. Mais où se trouvent les palais de Pharaon? Où se trouvent les palais de Pharaon? Vous n'en avez pas? Parce que les palais, etc., toutes les autres choses comme ça, étaient construits en briques. Mais tout ce qui avait un caractère divin était construit avec la pierre. C'est comme si vous voyez une civilisation, vous débarquez en Europe, et puis vous voyez une civilisation ancienne européenne, avec des églises et des cimetières. En Égypte, c'est ça. Entre guillemets, des églises et des cimetières. C'est ce que vous avez en Égypte. Donc, nous sommes bien placés pour que personne nous fasse la leçon de la religion. Hein. D'accord? Parce que les plus anciens textes religieux, ce sont les textes des pyramides. Et il n'y a pas plus ancien que les textes des pyramides. Ils devancent au moins de 2700 ans, n'est-ce pas? La Torah, par exemple. Bien. Donc, les Égyptiens, dans l'un de ces livres religieux, qui s'appelle le livre des portes, vous avez Horus, et vous avez les Égyptiens ici, vous avez les Sémites, vous avez les Soudanais ici, et vous avez les Indo-Européens. Eh bien, là, c'est pour ça qu'il faut savoir lire les hiéroglyphes. Vous comprenez? Parce qu'on peut vous bouillonner tant que vous ne lisez pas, mais quand vous lisez, c'est fini? C'est fini. Parce que quand vous lisez les textes qui sont ici, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est dit que Horus protège deux peuples seulement. Horus protège les Égyptiens. Il protège les Soudanais. Quand vous connaissez l'importance d'Horus, quand vous savez que les premiers pharaons d'Égypte qui sortaient du sud, les Chepsou-Or, les suivants d'Horus, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous savez qu'ils avaient pris leur Dieu comme Dieu dynastique pour les protéger, Horus, vous pouvez comprendre maintenant l'importance d'Horus. Eh bien, qu'est-ce que Horus dit? Horus dit que lui, il protège ces hommes-là et ces hommes-là. Terminé. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Parce que ce sont des textes religieux, hein, parce que j'ai démontré ça, j'ai fait la traduction dans mon premier livre qui s'appelle Études sur une civilisation néo-africaine, l'Égypte antique. Et Horus dit, ça c'est le problème d'Horus, ça c'est Horus, je suis obligé de traduire, je ne vais pas falsifier. Horus dit de frapper les âmes des Indo-Européens et des Sémites. Bien. Horus dit, bon, il fait appel à la déesse Sekhmet, et la déesse Sekhmet, dans les textes, je vais vous montrer les preuves tout à l'heure, dans les textes, la déesse Sekhmet vient, et elle martèle les âmes des Sémites et des Européens. Ça, ce sont des textes égyptiens. Bon, alors, on peut comprendre que à l'époque, effectivement, quand on regarde les textes, les autres textes, on comprend à la limite ceci parce qu'ils étaient harcelés. Ils étaient harcelés, c'est-à-dire qu'on attaquait systématiquement le caravane, ils étaient volés, ils étaient pillés, parce que l'Égypte était à cette époque un pays très riche. Très riche. Donc c'est pour ça aussi qu'ils appelaient les étrangers voleurs, etc. Donc c'est pour ça, et il ne faut pas être étonné qu'on ait ce reflet dans la religion égyptienne. Suivant. Alors voilà par exemple, pour préciser un peu ce que je dis. Ici vous avez le sémite, et ici vous avez ici le symbole de la déesse Sekhmet. Vous n'avez pas le symbole d'Horus ici qui dit que la déesse Sekhmet ici mantèle les âmes. Et ici vous avez le verbe frapper lorsqu'Horus demande à frapper les âmes de ces gens-là. Je dis bien les âmes, mais pas les vivants, puisqu'on se trouve maintenant dans la boîte, c'est-à-dire le monde souterrain. Bien, donc Sekhmet qui est une divinité guerrière,
qui sème la terreur parmi les ennemis des Égyptiens. Elle est l'œil de Ré, l'œil destructeur de Ré. Hein, Sekhmet Martel, c'est ça. Alors ici, la bien sûr. Alors, je fais la comparaison, ne serait-ce qu'avec les Soudanais, pour bien voir, parce que c'est important de connaître les mythes. Parce que vous avez des sites internet, par exemple. J'ai vu sur le site internet, mais ça m'a fait rigoler. Un site internet qui parle des textes du livre des portes, et puis qui dit que Horus protège tout le monde, quoi. Alors c'est plus un l'homme avec Horus, quoi. Horus protège tout le monde. C'est l'homme qui fait la bise, voilà, voilà. Alors que c'est faux. C'est faux. Parce que si on voit au texte, et je vous ai dit, c'est totalement faux. Ici, vous n'avez pas compte, Horus, il protège les Soudanais. Vous avez le dieu Horus, le faucon ici. Hein, et le verbe qui est employé pour la protection. Donc il est clair qu'au niveau hiéroglyphique, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, ce qui est étonnant aussi, je voudrais rajouter, c'est que dans les textes égyptiens, il est dit que les Égyptiens eux-mêmes viennent des larmes de Ré, Dieu, et que Ré fait les Soudanais à partir de son phallus. Vous savez, Ré se masturbe. Et c'est sa semence qui donne les Soudanais. Alors vous voyez comment que Ré prend son pied. Hein, Ré prend son pied en faisant les Soudanais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il ne peut pas être contre, parce que quand les autres sont venus te parler de la malédiction de Cannes, mais tu lui dis, mais moi je comprends pas. Ré prend son pied quand nous fait. Ré prend son pied quand il fait les nègres, et toi tu dis que dans la Bible c'est marqué la malédiction de Cannes, ça existe une histoire qui, 2700 ans après les textes des... Non mais allez, dégage. Bon, alors, les arguments d'ordre anthropologique. Les arguments d'ordre anthropologique suite. Alors, donc, parce qu'il y a des gens qui vont dire que oui, mais s'il fume le joint, non, je n'ai jamais fumé, je vous assure, même pas la cigarette. Parce que, ici, vous pouvez voir les textes véritables. Parce que tout à l'heure, c'était des reconstitutions. Mais là, ce sont des textes véritables. Véritables, au jour d'aujourd'hui, vous allez en Égypte, c'est toujours le livre des portes. Vous comprenez? Le livre des portes, ici, dans le tombeau de Séti, et vous avez aussi les textes des livres des portes. Et alors, quand tu marques ces livres yogi, même si tu ne vois pas bien, tu mets une loupe, voilà. Parce qu'il faut être vicieux, tu mets la loupe, là, tu traduis là. Et puis tu dis, voilà, je connais les mythes planétaires, je connais l'écriture divine, donc tu ne me bouillonnes pas, et tu ne peux jamais me bouillonner. Chez Metz. Voilà. Donc, voilà, par contre, ce qu'ils font. Alors là, d'un coup de baguette magique, Merlin l'Enchanteur transforme les Égyptiens en blanc. Un coup de baguette magique, un passe-passe, quoi. Je ne sais pas comment ils font ça, mais bon, bref, ils ont l'art et la manière. Et ensuite, et puis ils disent les Soudanais, les nègres. Ah bon, ce sont les nègres, quoi. Et puis là, les Égyptiens, là, ils sont plus blancs que les blancs même. Parce que le fait d'avoir le costume blanc, là, ça paraît encore plus blanc. Bon, alors, donc, et en plus, ils ne te mettent même pas, on ne met même pas les textes égyptiens. Donc, non seulement ils blanchissent, et ils ne mettent pas les textes. Donc, ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors, donc, bon, vous avez les arguments, toujours les arguments d'ordre anthropologique concernant toujours l'étude des textes égyptiens. Par exemple, si on prend les pharaons, parce que vous savez que l'Égypte a subi plusieurs dominations. Surtout dans le delta, à des moments de l'histoire, elle avait été envahie par des peuples étrangers. Eh bien, il n'est pas étonnant de voir que, c'est bizarre cette histoire, façon de parler, que lorsque vous prenez les noms de naissance, je parle bien des noms de naissance, des pharaons de la 27e dynastie, parce que l'idéologie a voulu nous faire croire que les seuls à peu près nègres, parce qu'au départ, ils ne voulaient même pas que la 25e dynastie soit totalement nègre. Ils étaient bons, se sont déménagés, ouais, ça. Bon, maintenant, ils ont vu qu'on leur donne tellement de boulets de canon, que maintenant, qu'on dise, oui, d'accord, on vous donne le petit de notes, là, on vous laisse la 25e dynastie, mais laissez-nous tout le reste. Mais non, on ne veut pas ça, je ne suis pas non sur d'os, moi. J'aime pas les œufs, non, j'aime pas les os, moi. Donc, je vous assure. Donc, ici, vous savez qu'il y a plusieurs noms pour dire que les pharaons d'Égypte avaient 5 noms, en fait. Et il se trouve que parmi les noms, il y a le nom de naissance, et il y a le nom de couronnement. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir le nom de naissance. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans le nom de naissance que vous voyez si c'est un nègre ou pas. Si il est de la famille égyptienne ou pas. Parce qu'il se trouve que les noms de naissance des pharaons soudanais, eh bien, donnent des noms égyptiens. Vous savez que quand vous prenez les Soudanais de la 25e dynastie,
Vous prenez Pianki, ça a un sens dans la langue égyptienne, puisque ça veut dire le vivant. Mais quand tu prends Cléopâtre, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu prends Ptolémée, qu'est-ce que ça veut dire? Chez les extensions là, quand tu prends dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire dans la langue égyptienne. C'est ça que je veux vous dire. Quand vous soyez assyrien, quand vous soyez perse, quand vous soyez romain, quand vous soyez grec, votre nom de naissance n'a aucun sens dans la langue égyptienne. Vous comprenez? Alors que les Soudanais, leur nom de naissance a un sens dans la langue égyptienne. Vous comprenez? Donc, forcément, c'est la même langue dans la vallée du Nil. C'est la même langue. C'est pas étonnant qu'à l'origine, tous les habitants de la vallée du Nil, on disait les Kenyou, ce qui veut dire les Noirs, les Nègres, mais aussi ce qui veut dire, avec le déterminatif du pays, ça veut dire aussi le pays des Noirs. Ce que les Hébreux ont appris en disant le pays de Calme. Bien, alors, si quelqu'un trouve un nom grec, parce que les Grecs, quand ils sont, comme les autres étrangers d'ailleurs, quand ils sont venus en Égypte, ils se sont donné des noms égyptiens. Mais attention, des noms de couronnement. Vous comprenez? Il ne faut pas confondre le nom de couronnement des Soubiti avec le nom de naissance, Sarah. Parce que c'est dans le nom de naissance que moi je te piège et que je te dis de mettre la patte pour voir si tu as fini ou pas. Tu comprends? Avec le nom de naissance. Voilà. Les Soudanais, ils ont le bon nom de naissance. Alors, bon, il faut savoir aussi, il faut pas mentir dans les textes parce que j'ai peur de dire une vérité, de faire passer à la nuit les Égyptiens anciens pour des racistes, etc. Moi, je m'en fous. Si le texte dit ça, moi, je dis ça. Mais je cite le machin, je peux citer, donner le document, etc. Mais je le dis. Bien, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est pas tellement bon, mais ça fait rien, il faut dire quand même. Donc, si les Grecs disaient, en parlant de l'Égypte, l'Égypte seule, Aristote, l'Égypte seule est le berceau des sciences mathématiques. Alors, on dit, Pythagore, conseiller par Thalès, alla chercher la science en Égypte. Vous savez, Pythagore a fait 22 ans d'études en Égypte. On ne fait pas 22 ans d'études en Égypte pour apprendre à faire une omelette. Hein. Donc, bon, alors, par contre, voici, c'est peut-être dur, mais voici ce que les Égyptiens anciens disaient des peuples leucodères. C'était des qualificatifs beaucoup plus injurieux qu'à l'époque où ils avaient commencé à avoir des conflits avec les Soudanais. Puisqu'ils disent que si départ au Collège de France par Nicolas Grigal, je l'ai noté quand il l'a cité, il l'a reconnu. Hein. Donc, ceux qui marchent à quatre pattes comme des animaux, par exemple, les Égyptiens disaient ça, parce qu'ils appelaient les gens comme ça, les Indo-Européens, les coureurs de sable, etc., les pestiférés, les lépreux, maudits, pillards, voleurs, asiatiques. Je l'ai mis sous mon livre d'études sur une civilisation néo-africaine avec les références. Vous pouvez aller voir si je dis la vérité. Ok? Bien. Donc, et autre chose, l'État qui s'appelle Israël, je pourrais dire que, en fait, ces gens-là, à l'époque égyptienne, à l'époque de Merenta, c'est la première fois qu'on voit que cette graphie apparaît. Mais attention, cette graphie, ce nom Israël, n'apparaît pas comme un État bien constitué, c'est une civilisation. Puisque ici, vous avez le boomerang. Ça se trouve dans la stèle de la victoire de Merenta. Le boomerang qui indique qu'il s'agit de peuples de nomades. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas encore... Merenta, c'est le fils, l'héritier de Ramsès II. Eh bien, ils n'étaient même pas encore un peuple constitué. Et d'ailleurs, sur la stèle de la victoire des Égyptiens, il est marqué « Israël est dévasté ». Sa semence n'existe plus. La Palestine est devenue une veuve pour l'Égypte. Alors, justement, concernant les dynasties, il est étonnant, lorsque l'idéologie a l'habitude de dire dynastie 1, dynastie 2, etc., ils ont même inventé une dynastie 0 parce qu'ils voulaient, non, parce qu'ils voulaient pas que les gens s'aperçoivent que l'Égypte avait acquis bien avant la Mésopotamie, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé cette dynastie 0, et puis qu'ils ont mis les suivants de Russes là-dedans, etc. Mais il se trouve que lorsque vous regardez la dynastie 0 et la dynastie 1, eh bien vous voyez qu'il y a un lien de parenté. Lorsque vous voyez entre la 1 et la 2, il y a un lien de parenté. Entre la 2 et la 3, il y a un lien de parenté à chaque fois. Alors, ces gens-là, ils disent que ce sont des dynasties différentes. Et pourtant, il y a un lien de parenté. Vous voyez, il y a toujours un lien de parenté.
Bien, je rappelle que dans les textes bibliques, comme je disais tout à l'heure, Cam, qui représente l'ancêtre biblique des Noirs, est le père de Misraïm. Or, Misraïm, c'est l'Égypte. Hein. D'accord? Bon, et vous pouvez voir dans les psaumes, etc., il frappa tout premier-né en Égypte la fleur de la race au pays des tentes de Cam. Alors le mot tente de Cam vient, le mot pays de Cam, etc. En fait, dans la Bible, il est cité souvent des pays africains, en fait. Mais je regardais, à aucun moment vous avez la Gaule dans l'Afrique, dans la Bible. Bon, je laisse. Suivant. Alors, donc, il est certain aussi, Cheikh Anta disait que pour les Arabes aussi, moi je vais rajouter ceux qui sont dignes de foi, que les Égyptiens anciens étaient des nègres. Vous pouvez trouver ça dans Al-Masoudi, ou bien le monsieur qui s'appelle Kamil Kosti. Bon, vous pouvez voir toutes ces références sur le titre Afrikaba. Alors, bien, l'Égypte antique, alors vous avez une graphie qui pour moi veut dire, et pour beaucoup d'ailleurs, veut dire le pays noir, et une autre graphie ici qui veut dire, qui se prononce Kenyu et qui veut dire le pays noir. Donc ça c'est Kemet, Kemet. Donc, voilà, merci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, l'Égypte est partie d'où? Parce qu'il y a des gens qui, à une époque, qui faisaient partie de l'Égypte, c'était l'Orient, quoi, c'est l'Orient. C'est-à-dire que c'est du côté de la Palestine, je sais pas où, en tout cas pas en Afrique. Hein. Ils seraient venus, ce seraient des envahisseurs qui seraient venus de monde. D'ailleurs, vous connaissez le film Les Envahisseurs? Ben oui, parce qu'ils arrivent, et puis, comme par hasard, les médounétaires, c'est-à-dire les cultures sacrées, eh bien, on a la faune et la flore africaine là-dedans. Donc le mec il est en train de cogiter pendant en Palestine là, et puis je ne sais pas comment il est au courant de tout ce qui se passe en Afrique. Donc il connaît la faune et la flore africaine, il arrive et puis il colonise et puis c'est nous les Égyptiens anciens. Vous voyez? Par satellite. Voilà, c'est un truc par satellite, c'est fort ça, c'est puissant. Donc on sait très bien que les premiers pharaons, appelés les Chepsouhor, les suivants d'Horus, ça on le sait, hein, eh bien viennent du sud, en Afrique même. D'accord? Le sud de la vallée du Nil, hein? D'accord? Du côté du Soudan. Et donc, puisque ce sont les cultures de Nagada, n'est-ce pas? Qui a donné la dynastie des suivants d'Horus. Donc, quels sont ces suivants d'Horus? Les premiers pharaons hein, de l'histoire de l'Égypte, qui viennent du sud de l'Égypte. Eh bien, vous avez Horus du Sérec, Horus Nior, Horus Hathor, Horus Iriro, Horus Ka et Horus Scorpion. Ce sont des pharaons qui ont précédé Narmer. Par contre, la plupart des livres en France, on te parle de Narmer. L'histoire de l'Égypte, on va commencer par Narmer. Mais on ne te dit jamais qui a régné avant Narmer. Pourquoi? Parce que c'est gênant. C'est gênant de te montrer souvent la carte, tu sais, ils sont partis là. Ah merde, je croyais que c'était parti d'Asie et tout, ou de France, et merde. Je croyais que c'était des extraterrestres, je te jure. Mais non, David, ah merde. Suivant. Donc, les plus anciennes tombes royales, eh bien, c'est où? Dans le sud, les plus anciennes métropoles, Abydos, etc. De même que les plus anciennes villes, les capitales des Chemsou, etc. Noubet, Abydos, Timnis, etc. Est-ce que c'est dans le delta? Non. Mais le delta n'existait même pas au départ, il faut le savoir, c'est un marécage. Ça n'existait même pas. Voilà. Donc, il faut savoir que la première fois qu'il y a eu une frontière entre l'Égypte et le Soudan, c'est sous ce pharaon-là. C'est à la 11e dynastie, parce qu'il n'y avait pas de frontière. Je me défie quiconque ici de me donner un document qui montre une frontière entre le Soudan et l'Égypte avant ces autres histoires. Je me défie l'évolution mondiale même. Bon, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de frontière entre l'Égypte et le Soudan. Alors, chacun peut rigoler, ils ont dit oui, mais les nègres, et puis nous, bon, les Armites, et parfois même des blancs à peau noire. Bon, et il se trouve que ce pharaon-là, en vérité, il n'avait pas la nègre, puisque c'était un nègre. Et il disait, et il avait développé un culte pour justement celui-là, même nous au tête de. C'est pour ça que j'ai dit de pharaon. Le pharaon, c'est cette histoire,
Jésus Christ a développé le culte de Mentuhotep II, qu'il dit être son ancêtre. Comment Mentuhotep II, le net charbon, le divinisme. Et pourquoi ils ont voulu dire, après certains falsificateurs, que Sésostris III aurait dit que je mets cette barrière parce que je ne veux pas que les nègres rentrent chez moi? C'est faux, puisque le mot nézio, pour dire soudanais, ne veut jamais dire noir, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ça a une connotation religieuse. Ceux qui m'en des incantations, bien sûr. Donc, il est clair que même parfois, ça échappe à certains égyptologues ici en France, puisque Claire Lalouette, dans le ses livres, reconnaît que les mots taou, les taou qui veut dire terre au pluriel, les terres, c'était employé justement pour désigner les terres d'Égypte, mais aussi du Soudan. Alors que pour désigner les terres d'Asie ou d'Europe, etc., il disait Trassout. Trassout. Et Claire Lalouette le reconnaît. Trassout. Alors que pour dire tous les peuples de l'Amérique du Nil, c'était Taou, les terres, comme si c'est à nous, les Égyptiens disaient. Ce sont nos terres, quoi. Et Trassout, les pays étrangers. Vous comprenez? Donc, voici le pharaon Narmer. Je vais monter les photos, le pharaon Narmer. Bon, écoutez, si lui c'est un sémite, moi je suis chinois. Non, franchement, je suis chinois si lui c'est sémite. Je suis chinois. Bon, d'accord? Parce que le nez, la bouche, bon, on passe. Chez vous. Bon, voici le Djéser ou Djoser. D'accord? Celui qui a fait construire par Imhotep la pyramide à Degré. Bon, le nez toujours calme, les lèvres les yeux. Voici le pharaon Khéops. Khéops, donc chez Kantadi, il avait le titre camerounais, mais regardez bien le nez, regardez bien la bouche. Bon, la pyramide de Khéops est ici. Pyramide de Képhren et Migorinos. En fait, il faut dire Khufu, Khafre, Menkaure, vraiment des Égyptiens. Voici le sphinx tel que l'avait la première équipe qui était partie avec Bonaparte. Bon, alors donc j'ai donné le texte que tout à l'heure, la description que donnaient certains savants français. Alors voici le pharaon Mentuhotep II, et voici son épouse qui est coiffée, excusez-moi, par ces deux servantes. Moi j'ai pris le document là. Voici Kemsi. L'épouse de Mentuhotep II, coiffée par ces deux servantes. Voici la reine Amenhotep-Nefertari, et voici son fils ici, Aménophis Ier. Bon, la reine Amenhotep-Nefertari, vous constatez que le bout de ses seins est noir. Alors, s'il y a une femme blanche dans la salle qui voudrait me montrer le bout de ses seins et voudrait me prouver que le bout de ses seins est noir, je suis preneur. Je ne serai pas gêné, je vous assure, parce que j'ai 8 sœurs. J'ai 8 sœurs, je ne serai pas gêné. Je suis un peu timide, certes, mais au moins vous allez apporter quelque chose de scientifique aujourd'hui. Vous pouvez participer, montrer vos seins si vous voulez. Non. Eh bien, en tout cas, elle a le bout de ses... Les seins sont noirs. Voilà, comme toutes les négresses. J'aime. Donc, vous savez, vous avez la reine Tihi. La reine Tihi, bon, je passe. C'est la maman d'Akhenaton quand même, c'est pas n'importe qui, mais la reine Tihi. C'est la maman d'Akhenaton. Hein. Donc, voici la reconstitution faciale en 3D de la reine Nefertiti. Hein, ça a été fait par des anglo-saxons. Hein, bon, ça a été blanchi par des Français, bien on le sait. Alors donc ici, le pharaon Akhenaton, et on voit la forme de la tête. Alors dit, bon, il y a des égyptologues qui disaient, ouais, mais Akhenaton, il était peut-être simplet, il était infirme, parce que quand on voit la forme de son crâne, c'est bizarre, quoi. Mais il se trouve que Cheikh Anta avait donné ce document-là, montrant qu'il y a des peuples africains, effectivement, qui ont des crânes comme ça. Alors il suffit un peu de voyager, puis on a la solution, mais non, il reste chez lui dans notre atelier, puis il critique. Mais non, ne critique pas. Donc, le pharaon Toutankhamon, avec la tête même de sa momie, ici, reconstitution faciale, toujours par les anglo-saxons, parce que si, cette reconstitution faciale-là, quand elle est sortie en Angleterre, là, les anglo-saxons ont fait ça, quand c'est passé à la télévision française, c'était tout blanc, le mec ressemble à Ronaldo. Les jeunes de la télévision française, ils ont dit, bon, tu joues sur le contraste, tu fais comme on a dit, d'accord, pas de problème. Ronaldo, carrément. Bon, alors, nous avons
la reconstitution faciale du pharaon Ramsès II, toujours faite par des anglo-saxons. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir sur le monde de faire ça. La France, non, pas encore, elle n'est pas encore de ce niveau. Donc, et ici, vous avez le pharaon Ramsès II, avec la forme de son casque, comme l'avait montré notre savant chez Diop, qu'il avait comparé avec une coiffure de Tutsi. Et on voyait bien qu'on expliquait la forme, bien sûr, la forme du casque était expliquée par la coiffure de cet homme. Bien sûr, on sait aussi que les petits ronds qui sont ici, c'est la stylisation des cheveux crépus. Puisque même quand on prend des vases grecs, parce que nous sommes parfois aidés par les Grecs, parce que les Grecs n'étaient pas contre nous en fait, les Grecs anciens. Vous savez, quand ils prenaient les nègres, ils mettaient leurs cheveux, les petits ronds. Les petits ronds. Ah ben voilà, il y avait des petits ronds aussi, bon, ils ont les cheveux crépus. Donc quand nos blocs me parlent de la blondeur de Ramsès II, ça me fait rigoler. Alors, donc, bien sûr, les pharaons, ce que dit l'idéologie, en particulier l'égyptologie française, et la 25e dynastie, ils parlent des pharaons noirs. Voilà. Donc à partir de la 25e, les pharaons noirs, c'est bien. Bien, les tresses, comparaison avec des Africaines ou bien des Antillaises, non, les tresses des Égyptiennes anciennes. Bon, je me suis permis de mettre l'une des photos de mes sœurs. Bien. Sans son autorisation d'ailleurs. Alors, donc, il faut savoir que ce n'est pas moi qui veux cracher sur quelque chose, puisque je me suis simplement aidé des textes. Par exemple, Diodore, à propos des Libyens, eh bien, il dit ces Libyens mènent tous une vie de bête fauve. C'est Diodore qui dit, mais c'est pas moi qui dit, non, c'est pas Étilé, non, c'est Diodore qui a dit ça. Tu vois, par exemple, Hérodote dit, je vais peut-être choquer machin, mais je vous donne tout de suite la référence. Le livre 4, paragraphe 109 d'Hérodote, le père de l'histoire, c'est un Européen, Hérodote. Eh bien, Hérodote dit, ceux qui ont les yeux très bleus et les cheveux très roux, eh bien, ce sont ceux-là qui mangent leur poux. Ouais, c'est Hérodote qui dit ça, c'est pas moi. Il ne faut pas parler de racisme, je vais vous expliquer deux choses très importantes pour un Égyptien, dans la tête de l'Égyptien. Premièrement, pour un Égyptien, pour que tu sois ne pas être barbare, il faut être circoncis. C'est très important, la circoncision. Deuxième chose importante, c'est très important pour l'Égyptien, d'ailleurs les Grecs anciens l'ont dit, il faut parler la même langue. Parce que pour eux, la langue, ce sont les médières, c'est-à-dire la parole divine. Donc les étrangers qui arrivaient, ils n'étaient pas circoncis et ils ne parlaient pas la même langue. Donc pour eux, tu étais un barbare, quoi, en fait, dans leur logique. Alors que le Soudanais n'était pas un barbare. Je dirais plus. Bon, très vite, quelques du temps de Ramsès III, on voit les Égyptiens ici, avec leur graphie suivante. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais accélérer. Les Égyptiens toujours. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site africamat.com. Africamat, avec deux A, comme la déesse Maat, de la vérité justice. Bon, ici, le Néziou, c'est-à-dire le Soudanais, en compagnie des autres étrangers, Libyens, Syriens, Bédouins, ici. Alors ici, vous avez les Égyptiens. Alors en face, vous avez ici des Soudanais. Donc vous voyez, on peut comparer les couleurs. Donc ici, vous avez à droite des Égyptiens et à gauche, vous avez les Sémites qui apportent le tribut. Le tribut, ils apportent le tribut et vous voyez qu'ils sont 37, mais ils sont soumis parce que vous avez le déterminatif des mains attachées. Bon, ici, bon, vous avez une peinture où on montre les bourreaux qui sont peints en noir, qui ont décapité les damnés peints en rouge. Alors ici, vous avez, parce qu'il y a des gens qui disent que les Égyptiens se peignaient à l'eau rouge, mais je signale que beaucoup de fois à l'eau rouge, je signale que depuis le paléolithique supérieur, les Africains se sont peints à l'eau rouge. Si vous prenez des peintures dans des grottes, etc., n'importe où, le point rouge était très utilisé. Alors, et d'ailleurs, pour les Soudanais, les Égyptiens utilisaient les mêmes couleurs qu'eux, parce que regardez bien, ici vous avez les Soudanais plus foncés, et ici plus clairs. Et pourtant ce sont les mêmes. De même que, regardez une tombe égyptienne. Vous avez le même personnage égyptien ici, qui est peint plutôt en noir, et là, ici, le même, qui est peint à l'eau rouge. Alors, ici, par exemple, vous avez les Soudanais, ce ne sont pas des Égyptiens, ils sont peints à l'eau rouge. Vous voyez? Bon, vous avez ici les policiers du pharaon Amenhotep IV, c'est-à-dire Akhenaton, et vous pouvez comparer avec les guerriers Maasai.
Bon, alors je vais passer ça, parce que je n'aurai pas le temps. C'est dommage, parce que je vous ai dit, passons, on va s'arrêter quand il y aura des images. Je regrette, parce qu'on m'a dit qu'il y aura un mauvais timing, là. Oui, ça c'est la linguistique, parce il y a pas mal de linguistes qui ont comparé les langues négro-africaines avec l'égyptien ancien. Par exemple, Cheikh Anta Diop a comparé le Wolof avec l'égyptien ancien. Et bien, il se trouve que c'est remarquable, quoi. Il y a beaucoup de mots qui correspondent. Obenga a fait le travail aussi, dans d'autres langues, Aboubakar Moussalam, Babacar Sall, etc. En fait, tous les linguistes africains, ils ont fait un énorme travail. En ce sens, il y a Alain Ancelin aussi, à la Martinique et à la Guadeloupe, qui fait un travail colossal. Alors, ici, vous pouvez comparer à gauche c'est l'Égypte, à droite c'est le reste de l'Afrique, en fait. Ici, vous êtes en Égypte, mais ici vous êtes au Mali. Ici, vous êtes en Égypte, mais ici vous êtes au Soudan. Ici, vous avez une pyramide à degrés, une pyramide à degrés. Vous avez des pyramides normales, on va dire entre guillemets, mais aussi une pyramide normale aussi. Non, ici, à droite, nous ne sommes pas en Égypte, mais en Afrique. Donc, le reste de l'Afrique. Alors, donc, ici, on peut comparer. Ici, à gauche, c'est toujours l'Égypte. À droite, c'est le reste de l'Afrique. Les pelles, les outils comme les houes, ou bien les techniques métallurgiques, hein, ici, le soufflet, etc., en Égypte, et ici, le reste de l'Afrique. Vous avez aussi les instruments de musique, ici, d'Égypte, et ici, le reste de l'Afrique. Les chevets, les appuis-têtes, ici, Égypte et le reste de l'Afrique. Bon, concernant les femmes, bon, pas... Oui, pas, ça fait rien. La femme grecque, par exemple. La femme... Non, ouais, la femme grecque, par exemple, n'avait pas le droit de vote. La femme grecque n'avait pas le droit de vote. Et elle n'était pas citoyenne, etc. Parce que regardez pas, il est intéressant, je vais souligner. Parce que ces sociétés patriarcales là, que ce soit les femmes grecques, que ce soit les femmes hébreues, que ce soit les femmes arabes, etc., de l'Antiquité, elles étaient des moins que rien, vous savez, à côté du chameau à la limite, ou pour les civilisations qui avaient le chameau, etc. Mais, parce que regardez bien, par exemple, ce que Platon dit des femmes, dans République, le dîner, le banquet. Platon soutient que les hommes qui, dans leur première vie, étaient lâches ou passaient leur vie dans la justice, furent changés en femmes à la seconde naissance. Ouais. Platon affirme que les femmes sont en toutes choses moins bonnes que les hommes. Alors, je ne suis pas sûr. Hein? Bon, et alors l'érotique homosexuelle masculine est valorisée. Elle est le support de la construction du savoir. La procréation par l'esprit, c'est-à-dire l'homme avec l'homme, est supérieure à la procréation physique, c'est-à-dire la femme avec l'homme. Vous voyez, le mec, quand il est homosexuel, il prend un pied extraordinaire parce qu'il te dit il fait une procréation spirituelle, tu vois. Oh là là, mon Dieu, c'est puissant, tu vois, c'est puissant. Donc, c'est Platon et suggérer une infériorité de la raison féminine. Les hommes qui cherchent la sagesse préfèrent la procréation par l'esprit. Donc, et Aristote n'est pas mieux parce que Aristote situe la femme aux limites de la cité, de la sauvagerie, et de l'humain, de la brute. La capacité délibérative de la femme est nulle. Elle ne partage pas la position constitutive du citoyen. Les femmes sont une menace pour la vie harmonieuse de la cité. Pour Aristote, la femme est un être plutôt inférieur, alors que l'esclave est un être tout à fait médiocre. La femme et l'esclave sont des êtres faits naturellement pour obéir. Si le sperme, toujours Aristote dit ça, si le sperme du mâle dépérit, une femelle qui ressemble à sa mère. Si le sperme du mâle est fort, comme c'est la règle, avec lui, il génère un mâle. C'est bien. Alors donc, la femme est donc pour Aristote la première manifestation avant la monstruosité. Alors voici la procréation, par l'esprit chez les Grecs. La procréation par l'esprit, donc voilà. Bon. Alors que chez les Égyptiennes, eh bien, dans l'Égypte antique, eh bien, la femme est l'égale de l'homme, parce que dès le départ, la femme est créée en même temps que l'homme. Parce que ce n'est pas une coque qu'on a fait exploser à l'homme pour machin, ça. Et puis l'homme c'est le vieux, puis la femme c'est de la coque de l'homme. Non, c'est des conneries ça. La femme est venue en même temps. Tu vois, la femme est venue en même temps. C'est pour ça que les femmes, il y a des femmes dès le départ qui ont régné seules. Il y a des femmes et Maat, qui représente la vérité et justice, c'est une femme qui symbolise ceci. Donc, l'importance de la femme. Vous avez même des titres, le titre Nebel Père, c'est-à-dire maîtresse de maison, c'est un titre que l'homme n'avait pas. Donc, dans la cosmogonie égyptienne,
faut savoir que c'est le premier péché de l'histoire de l'humanité pour les Égyptiens anciens. C'est un homme qui tue son frère, c'est-à-dire le premier péché commis par un homme, alors que dans le schéma biblique, le premier péché est commis par une femme qui s'appelle Ève, alors que dans la religion égyptienne, le premier péché est commis par un homme qui s'appelle Seth. Vous voyez? Bon, l'Égyptien, donc l'Égyptienne était libre, légalement, elle pouvait avoir n'importe quel poste. Il y a même des ouvrières qui savaient lire et écrire. Donc, j'ai donné des exemples de femmes pharaons qui ont régné seules. Par exemple, il y a Mérinette, elle a même un complexe royal beaucoup plus grand que celui de Naomer. Donc, je passe, oui. On passe, oui, s'il te plaît. Voilà, c'est suivant. Voilà, donc on peut comparer des attributs de la royauté, ici à gauche, égyptienne, avec des attributs dans le reste de l'Afrique, ici. Vous voyez, ça c'est le reste de l'Afrique d'aujourd'hui. Hein. Vous avez le reste de l'Afrique ici, aujourd'hui, et ancienne, et ici, l'Égypte, ici. Bien. Ici, vous avez les sceptres. Ici, vous avez aujourd'hui en Afrique les sceptres. Et ça se voit peut-être mal ici. Vous avez des totems, hein, sous la palette de Norbert, il y a ici des totems. Alors que ici, vous avez bien des totems africains d'aujourd'hui. Donc, j'en arrive presque à la fin, puisque j'arrive aux origines religieuses du christianisme et de l'islam, c'est-à-dire les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Il faut savoir que le nom de Marie, parce que j'aurais pu faire aussi pour les musulmans aussi, hein. Il faut savoir qu'il y a aussi, les Égyptiens ont apporté beaucoup à cette religion-là aussi. Hein. Bon, mais le nom de Marie, la mère de Jésus, bon, je ne suis pas là pour essayer de démontrer ou pas l'existence de Jésus, parce qu'on sait très bien, scientifiquement, il n'y a pas de preuve. Hein. Bon, mais là, vous allez voir où je veux aboutir. Vous avez le nom même. C'est un nom égyptien parce que ça vient du verbe aimer. Parce que Marie, ça veut dire celle qui est aimée. Sous-entendu de Dieu, des dieux. Puisque les pharaons avaient ces attributs-là. Les pharaons avaient ces attributs, Marie, parce que aimé d'Amon, par exemple, Ramsès de Mériamon. Oui, donc aimé d'Amon, etc. Bon, et c'était le prénom le plus usité en Égypte antique. Vous avez le symbole Néfer. Le symbole Néfer qu'a repris les chrétiens. Les chrétiens ont repris le symbole Néfer. Bon, parfait, etc., belle, etc., beau, pour faire le Sacré-Cœur. Les chrétiens, ils ont un truc, c'est le Sacré-Cœur. Bon, le symbole du poisson, c'était le symbole de Jésus, mais 3000 ans avant, c'était déjà le symbole d'Osiris. Beaucoup de dogmes ont été repris, notamment la résurrection, ce qu'on appelle la psychostasie, la pesée de l'âme, mais en fait c'était la pesée des cœurs chez les Égyptiens. La résurrection des morts, ça a été repris par les chrétiens. Le Devis, ça existait. Ce que les chrétiens ont appelé obénite, ça existait en Égypte. La communion existait, le baptême existait. Il faut savoir que la communion, le partage du pain et le partage du vin existent. Après la pesée du cœur, c'est ce qui se passe après. Le défunt va boire et manger. D'accord? Donc l'idée du culte d'Isis, eh bien ça vient le culte de Marie vient du culte d'Isis, parce qu'il y a eu un sécrétisme. C'est pour ça que les premières vierges de l'histoire de l'humanité, du christianisme, ce sont des négresses. Bon, donc ici, l'Immaculée Conception, qu'on trouve chez les chrétiens, eh bien ça existait chez Isis et Hathor. L'épithète mère de Dieu, que les chrétiens ont dit que Marie c'est la mère de Dieu. Bon, ça c'est le problème. Mais cette épithète-là existait pour Isis. Et le terme Seigneur employé pour le Jésus existe pour Osiris. La sagesse, bien sûr, c'est mal. Le monothéisme, trinitaire, humaniste et universaliste, ça existe en Égypte dès l'origine. Parce que dans les textes des pyramides, qui sont les textes les sacrés, les plus anciens de l'histoire de l'humanité, eh bien, les Égyptiens disent quand même qu'à l'origine, il n'y avait que Dieu. Et ensuite, le Dieu a créé d'autres dieux, même au départ, c'est certain, c'est du monothéisme. Donc le sort réservé à Osiris et à Jésus c'est le même, puisque Osiris a été tué, hein, le deuxième jour il descend aux enfers comme Jésus, le troisième jour il ressuscite, il s'assied à la droite de Dieu. Osiris, texte des pyramides, 3000 ans avant Jésus. Suivant. Donc les historiens, alors ce qu'il faut savoir pour les images religieuses, les historiens, ce qui est formidable, Diodore de Sicile le disait, les historiens affirment aussi que c'est chez les Éthiopiens que pour la première fois, on a enseigné à rendre un culte au Dieu.
Ce sont les Grecs même qui le disent. Bon, j'ai même pas besoin de le français, les Grecs le disent déjà. Bon, alors donc, moi, si je montre des images de Vierge Noire, ce n'est pas pour faire de la propagande pour la religion, quoi que ce soit. Moi, je suis pas, moi, je suis Tamite, je suis égyptien ancien, moi. C'est tout, terminé. Mais si je montre ceci, si je montre ceci, c'est pour vous montrer que les Vierges Noires, c'est ça qu'il faut voir derrière, qui est caché, en fait. Les Vierges Noires, vous pouvez apprendre ça par cœur, comme une récitation. Les Vierges Noires cachent une vérité profonde sur l'influence civilisatrice de l'Afrique sur le continent européen. En fait, c'est ça qu'il faut retenir des Vierges Noires. Ça veut dire que c'est encore un argument supplémentaire qui vous montre que c'est l'Afrique qui a civilisé l'Europe. Bon, parce qu'il faut savoir que la plus ancienne Vierge Noire, d'ailleurs Vierge tout court, Marie, entre guillemets, Vierge entre guillemets, Marie, parce qu'il y a des discussions là-dessus, c'est quand même la basilique Saint-Marie Majeure qui se trouve à Rome. Bon, et vous avez toute une série de Vierges Noires. Tu peux, voilà, voilà, suivant, oui, c'est bien, suivant. Ah, ça prend du temps, voilà. Il y en a beaucoup. Voilà, même des images où on montre la famille sainte chrétienne qui contemple les pyramides. Ça, c'est dans une église d'Italie. Ici, vous avez le plus ancien portrait du Christ. On le représente carrément comme un Éthiopien. Donc, ce sont des documents du Vatican. Parfois, ce sont des documents du Vatican. Parfois, ce sont des documents qui viennent des tombes, mais en tout cas de là-bas, d'Italie. Bon, ici, je vous ai dit, je vous ai parlé de la comparaison d'Osiris et de Jésus. Je ne vais pas retourner. Oui, ok. Donc, suivant. Ici, vous voyez, c'est bizarre, hein, le Christ qui est représenté avec la tête d'Anubis. Et vous savez qu'Anubis, chez les Égyptiens anciens, c'est l'embaumeur. Et vous avez un Christ qui est représenté avec la tête d'Anubis. Donc, le secrétisme, bibliothèque du Vatican, bien sûr, le Saint-Maurice qui a été blanchi par certains, Saint-Maurice, bien sûr, c'était un Égyptien à l'origine qui a refusé de massacrer les chrétiens et on l'a exécuté, les Romains l'ont exécuté à cause de cela. Mais lui, il était général quand même, d'une armée romaine, quand même, c'était pas n'importe qui. Bon, alors donc, vous voyez qu'un concile non œcuménique qui a existé avant les conciles de Nicée, d'Éphèse, etc. C'est formidable, hein? Ce sont les tout premiers conciles où vous avez que des nègres ici. C'est en Égypte. Parce qu'il faut savoir que la première église au monde, c'est l'église copte d'Égypte. C'est la plus ancienne. D'accord? Donc, vous avez ici les symboles de l'enfer que les Égyptiens connaissaient déjà, puisque le feu, etc. Mais ça n'a pas tout à fait la même signification chez les Égyptiens et chez le monde biblique. Vous avez ici l'ouverture de la bouche. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez derrière le prêtre saint qui fait la bénédiction, ici. Et il met aussi l'encens. Il y a l'encens et les offrandes avec l'encens et la bénédiction. Vous avez la circoncision représentée ici. Ouais, et puis il y a même, on lit, il y en a un qui a très mal, parce qu'il est tenu là, on le tient, on est en train de le couper le prépuce, et puis on le tient. Mais l'autre n'a pas mal, là, pas de problème, vas-y, il n'a pas mal, et voilà. Vous montrez, c'est toujours. Bon, suivant. Alors, la pesée de l'âme, bien sûr, alors c'est la pesée du cœur, puisque d'un côté vous aviez le cœur du défunt, et de l'autre côté vous avez la plumate. Donc il ne fallait pas que le cœur soit plus lourd que la plume. Alors, donc, de toute façon, le mieux pour vous, c'est de souhaiter l'équilibre. C'est de souhaiter l'équilibre face à la justice, vérité, l'ordre cosmique, représenté par une femme, la déesse Maat, la déesse de la vérité, de la justice. D'accord? Donc, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Bon, c'est le défunt qui en est et tout. Bon, il y a tout le bilan que je peux lire, etc. Bon, je vais passer sur ce bilan. Parce que si vous avez suivi, vous savez, vous connaissez. Alors par contre, je vais pour finir, je vais lire ce que Cheikh Anta, une parole de Cheikh Anta Diop. Alors ici, c'est écrit Cheikh Anta Diop, ici, fils de Ra. Alors, ainsi, l'Afrique nègre, que l'Europe veut faire passer pour un continent sans passé historique, a abrité les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Ce sont ceux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture,
sur les sciences exactes, c'est-à-dire physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calorier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc. À une époque où le reste de la Terre, Asie, Europe, Grèce, Rome, était plongé dans la barbarie. Je vous remercie beaucoup.